La Provence est riche en histoires, légendes et folklore qui ont traversé les siècles. Ces récits ont été transmis de génération en génération et ont contribué à façonner l'identité culturelle des Provençaux. Les légendes provençales sont souvent liées à des personnages célèbres qui ont marqué l'histoire de la région. Ces histoires ont également été influencées par des croyances populaires et des superstitions. Voici donc 10 légendes provençales issues du folklore qui ont marqué la région. La légende de la sardine qui boucha le vieux port. Cette histoire légendaire du folklore marseillais commence en 1779, lorsque des prisonniers français capturés dans la province de Pondichéry en Inde sont libérés en échange d'un accord avec les autorités britanniques. Les prisonniers fraîchement libérés embarquèrent alors en direction de Marseille sur une frégate portant le nom de la Sartine. La frégate portait le nom en l'hommage d'Antoine de Sartine, ministre de la Marine à l'époque de Louis XVI. Après 10 mois de navigation, le navire arrive enfin en mer Méditerranée. À cette époque, le royaume de France est en pleine guerre contre l'Angleterre concernant l'indépendance des États-Unis. Et la marine anglaise est la flotte la plus puissante de Méditerranée. Ils arraisonnent ou détruisent tous les bateaux français entrant en Méditerranée. C'est pourquoi le Sartine fut autorisé à naviguer sous pavillon anglais, ce qui lui permit de naviguer sereinement. Mais malheureusement pour les anciens prisonniers français, tout ne se passa pas comme prévu par l'accord avec les autorités britanniques. Suite à un malentendu, en mai 1780, un navire britannique ouvre le feu sur le Sartine, tuant son capitaine et 2 hommes d'équipage. Une fois le navire arraisonné, le capitaine anglais se rend compte de son erreur et laisse finalement repartir le bateau en direction de Marseille. Une fois arrivé à l'entrée du port de Marseille, le navire heurta des rochers suite à une erreur de navigation, car n'ayant plus son capitaine pour manœuvrer le navire, et sombra dans le chenal qui marquait l'entrée du vieux port. Le Sartine était tellement grand et s'aima tellement haut que plus aucun bateau ne pouvait ni entrer ni sortir du port. Ce naufrage en empêcha longtemps l'accès. Cette histoire a provoqué un énorme émoi dans la ville à l'époque et a été déformée et amplifiée au fur et à mesure que les gens la racontaient. Et le nom de la frégate passa de Sartine à Sardine, ce qui fut le départ de cette légende. Gaspard de Besse, le Robin des Bois provençal. Gaspard de Besse était un célèbre bandit de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, né le 9 février 1757 à Besse-sur-Issole. Il a opéré dans le massif des Morts, de l'Étoile, de la Sainte-Baume, de l'Esterel et dans les gorges d'Oyoul. Il est devenu célèbre pour ses actions de vol à main armée et pour sa générosité envers les personnes dans le besoin. Il a été surnommé le Robin des Bois provençal et il est mort le 25 octobre 1781 à Aix-en-Provence à l'âge de 24 ans. Exécuté par le supplice de la roue suite à son arrestation et sa condamnation pour brigandage. Ce bandit provençal est né dans une famille de paysans qui cultivaient ses propres terres. Il était issu d'une famille pas riche mais pas pauvre non plus. Son père est décédé 1 an après sa naissance et sa mère s'est remariée lui donnant une demi-sœur. Cependant, sa vie tranquille a basculé lorsqu'il a quitté son village natal pour la ville de Toulon en 1774. Là-bas, il a été révolté par le sort réservé à une mère de famille de la Valette, dont le mari était au bagne pour avoir trafiqué quelques kilos de sel. Gaspard de Besse a alors organisé sa libération et celle d'autres détenus. C'est à cette occasion qu'il a rencontré Joseph Augias et Jacques Bouilly qui sont devenus ses lieutenants fidèles. Avec eux, il s'est initié au brigandage et a protesté contre la fiscalité injuste et inégale, ainsi que contre les pressions exercées sur les personnes les plus pauvres. Les bandits décident alors de s'attaquer aux riches pour donner aux pauvres. Il s'est installé dans un repère avec sa bande située dans les gorges d'Olioul. Il a voulu faire fortune en volant les riches pour donner aux pauvres en suivant un code simple. Pas de violence, seulement de la ruse, de la malice et de la séduction. Il a choisi de s'en prendre aux nobles, aux usuriers et aux collecteurs d'impôts qui empruntaient l'itinéraire de Marseille à Nice, préférant s'en prendre aux étrangers plutôt qu'aux provençaux, ce qui lui a valu une certaine sympathie de la population locale. Il partageait sa part avec ses compagnons et redistribuait ensuite aux personnes dans le besoin. Selon la légende, Gaspard de Besse était un bandit généreux et juste, un symbole de rébellion contre l'injustice. Il est dit dans la légende de Gaspard de Besse qu'il a tué qu'une seule fois, lorsqu'un de ses hommes a coupé le doigt d'une femme pour lui voler sa bague, ce qui ne correspondait pas à son code d'honneur. Il aurait alors tué cet homme de ses propres mains. La légende de la Tarasque. La Tarasque est une créature folklorique provençale qui s'apparente à un dragon. Cette créature mythologique aurait donné son nom à la ville de Tarascon. Cette tarasque est un animal fabuleux mesurant 15 mètres de haut et 20 mètres de long. Un subtil mélange entre un dragon, un lion et un poisson. Cette étrange créature possède aussi une carapace de tortue, 6 pattes et des écailles, ainsi qu'une queue semblable à celle d'un scorpion. Cette créature mythologique vivait sur les bords du Rhône entre Tarascon et Beaucaire, terrorisant et tuant les villageois, pêcheurs et autres voyageurs
et coulant les navires qui osaient s'aventurer près de son repère. Un jour de l'an 48, Sainte Marthe, une jeune fille originaire de Béthanie et sœur de Marie-Madeleine, venue pour évangéliser les Basses-Provinces, décide d'affronter la bête. Grâce à sa foi envers le Christ, elle réussit à soumettre la créature en l'aspergeant d'eau bénite et en lui montrant la croix. Elle parvient à mettre une laisse au cou de la créature puis la ramène aux villageois. Ceux-ci, effrayés par les histoires sur la bête, se précipitèrent sur elle et la mirent à mort. Depuis cet événement, Marthe est devenue la patronne de la ville et chaque année, lors de la Pentecôte et de la Sainte Marthe, un mannequin représentant la Tarasque est promené en procession à Tarascon pour se souvenir du triomphe de la jeune religieuse face à la terrible bête. La légende de la Coulobre. C'est dans le village de Fontaine de Vaucluse, dans le département du Vaucluse, qu'est née cette légende. Elle raconte l'histoire d'une créature monstrueuse ressemblant fortement à un dragon, habitant dans les profondeurs de la Sorgue, une rivière proche de la commune. Elle restait cachée pendant la journée et n'apparaissait que lorsque les ténèbres tombaient pour se nourrir, terrorisant les villageois. La légende se déroule au VIe siècle après Jésus-Christ dans le village de Fontaine de Vaucluse. Une créature ailée, moitié salamandre et moitié dragon, vivait paisiblement dans la rivière de la Sorgue à la recherche d'un époux. Elle était surnommée la Coulobre, nom dérivé de la couleuvre. Tout a changé lorsqu'elle rencontra un dragon qui la féconda. Une salamandre noire tachetée d'or est née de leur union. Mais malheureusement, le dragon est parti, la laissant seule pour élever son bébé. La Coulobre a alors recherché désespérément un nouvel époux pour l'aider à élever son enfant. Mais sa laideur repoussait tous les prétendants. La créature restait alors cachée dans les profondeurs de la Sorgue, rongée par la honte et la solitude, attendant la tombée de la nuit pour enfin se montrer, au grand malheur des villageois. La Coulobre était maintenant remplie de haine et attaquait tous les êtres vivants qui se trouvaient sur son passage. La légende raconte qu'un ermite nommé Véran est venu au secours de la population. Véran aurait guetté la Coulobre pendant de nombreux jours et lorsqu'il aurait enfin apparu, il l'aurait vaincue en la touchant d'un signe de croix. La créature a été blessée et s'est envolée et est finalement décédée en s'écrasant sur les hauteurs des Alpes, près d'un hameau qui porte encore aujourd'hui le nom de Saint-Véran, en l'honneur du héros de Fontaine de Vaucluse. C'est pour cet acte héroïque qu'il est devenu évêque de Cavaillon. La légende des Saintes Maries. La ville de Sainte-Marie de la Mer tient son nom de Marie-Madeleine, Marie-Jacobée et Marie-Salomé. Selon la légende, dans les années qui suivirent la mort du Christ, une persécution violente s'abat sur ses disciples. Tous ses fidèles s'enfuient, chassés de la Terre Sainte au 1er siècle de l'ère chrétienne. C'est ainsi qu'en 42, Hérodote Agrippa Ier fait capturer Saint Maximin, Marie-Madeleine, son frère Lazare, sa sœur Marthe et la servante de cette dernière Marcelle, ainsi que Sidonie, aveugle-née guérie par Jésus, Marie-Jacobée et Marie-Salomé qui était la mère des apôtres Jean et Jacques. Et enfin, Joseph d'Arimathie qui selon la légende emporte le Graal avec lui. Ils sont tous placés dans une barque, sans voile ni rame, et abandonnés en haute mer pour que les eaux les engloutissent. Mais par la volonté de Dieu, l'embarcation arrive en Camargue où les disciples ont fondé une communauté et ont commencé à convertir les gens à la foi de Jésus. Cette communauté prit le nom de Sainte Marie de la Mer, puis les disciples se dispersèrent pour prêcher la foi de Jésus dans la région. Lazare, lui, reste sur place et il est désigné premier évêque de la ville par la population. Marie-Madeleine l'accompagne un temps avant de se retirer dans sa grotte de la Sainte-Baume pour y mener 30 ans durant une vie d'ermite, se nourrissant exclusivement de racines. La légende raconte qu'on pouvait certaines nuits voir les anges venir chercher Marie-Madeleine pour la mener dans les cieux. Quant à Maximin, il part pour Aix, dont il deviendra le premier évêque. Le dragon de Draguignan. Selon cette légende, en Provence au 5e siècle, un dragon avait trouvé refuge dans les grottes des gorges de la Naturbie. Ce dragon était réputé pour susciter des crues énormes par sa colère et sa furie. Au cours de l'une d'elles, il a fini par être emporté par les eaux jusqu'au bourg de Draguignan, où il a commencé à terroriser les habitants en les martyrisant, en dévorant les enfants et en diffusant de graves maladies. La légende raconte que c'est finalement l'évêque d'Antibes, Saint-Armentaire, qui a terrassé l'animal mythique au cours d'une lutte acharnée. Depuis, Saint-Armentaire est devenu le saint patron de Draguignan. Aujourd'hui, la ville de Draguignan est encore marquée par la présence du dragon. On peut même voir des vestiges de fortifications qui lui sont consacrés. Il est dit encore de nos jours dans le coin que lorsqu'il y a beaucoup de vent, c'est le dragon qui souffle. La légende des ocres de Roussillon. Cette légende est une histoire d'amour tragique qui s'est déroulée au Moyen-Âge, au XIIe siècle, dans le village provençal de Roussillon, situé sur le versant nord des monts du Luberon, à quelques kilomètres d'Apt. Le château de Roussillon était le foyer de nombreux personnages, notamment le seigneur Raymond d'Avignon, son épouse Dame Sermonde et le jeune page troubadour nommé Guillaume de Chambestan, fils du seigneur de Chambestan,
dans les Hautes-Alpes, qui était envoyé à Roussillon pour faire son apprentissage de chevalier. Le seigneur Raymond d'Avignon était un souverain redoutable qui gouvernait son royaume avec fermeté et répandait la terreur parmi ses sujets. Cependant, sa passion principale était la chasse, ce qui l'amenait souvent à délaisser son épouse pendant de longues périodes. C'est durant ces moments d'isolement que Dame Sermonde et Guillaume de Cambestan ont commencé à se rapprocher jusqu'à tomber amoureux l'un de l'autre. Le jeune troubadour écrivait des chansons pour sa bien-aimée qui lui chantait lorsque le seigneur était parti chasser. Leur histoire d'amour a été découverte par les proches du seigneur qui l'ont rapportée à celui-ci. Fou des colères, le seigneur Raymond a décidé de se venger en amenant Guillaume de Cambestan à la chasse, où il l'a poignardé dans le dos avec une dague. Il a ensuite tranché la tête de son rival et lui a arraché le cœur. De retour au château, il a demandé à son cuisinier de préparer le cœur de Guillaume pour le repas suivant. Lorsque Dame Sermonde a dégusté ce plat, son mari lui a révélé qu'elle venait de manger le cœur de son amant. Dévastée par cette révélation, Dame Sermonde s'est précipitée en haut des falaises de Roussillon et s'est jetée dans le vide. Son corps s'est écrasé plusieurs dizaines de mètres plus bas, teintant à jamais les terres de Roussillon et les alentours de rouge. Jusqu'à l'actuel Colorado provençal près de Rustel, il est dit que c'est à cause de cette tragédie que les ocres du Roussillon ont été créés. La légende du Mistral. En Provence, le soleil est souvent omniprésent, mais il est accompagné d'un vent connu et redouté par les habitants, le Mistral. Ce vent sec et froid, qui est l'un des 3 fléaux de la Provence, a toujours suscité des interrogations sur ses origines. Il a également donné naissance à de nombreuses légendes. L'une d'elles raconte que le Mistral prend naissance dans les marais du Vivarais. Selon cette légende, le Mistral se forme sous l'arche d'un rocher ajouré et prend de l'ampleur en tourbillonnant dans les marais avant de partir en rafale vers le sud, vers la Camargue. Les habitants des villages environnants ont longtemps souffert des ravages causés par le Mistral et ont finalement décidé de l'enfermer, en clouant des planches solides taillées dans des troncs d'olivier centenaires sur chaque partie du rocher. À plusieurs reprises, le Mistral a tenté de briser les planches qui le retenaient prisonnier, mais en vain. Les villageois ont alors pu crier victoire sur leur ennemi. Cependant, la légende raconte qu'un échange surréaliste s'est alors produit entre le Mistral et les habitants. Le Mistral, très en colère, a menacé de tout détruire sur son passage une fois libéré. Les villageois se moquaient bien des menaces du Mistral, se sentant en sécurité grâce à la prison où il l'avait enfermé. Cependant, le Mistral a sorti une dernière carte, en leur annonçant que sans lui, tout allait devenir désolation. Leur terre serait infestée de moustiques, l'eau errait en putréfaction, la fièvre ferait périr les enfants et les vieillards. Mais les habitants n'ont pas voulu l'entendre et l'ont laissé le Mistral enfermé. Une fois le printemps terminé et l'été installé, la chaleur était devenue beaucoup plus intense qu'auparavant. Tandis que le taux d'humidité restait élevé, faisant craindre l'arrivée d'une épidémie, les animaux ont été les premiers touchés et leur décès a causé des odeurs nauséabondes dans les rues et les ruisseaux. Les moustiques des marais avoisinants étaient agressifs et ont commencé à transmettre des maladies aux hommes, l'épidémie redoutée était là. Les hommes ont alors décidé de se réunir pour trouver une solution à cette épidémie. Ils ont rapidement compris que l'absence du Mistral en était la cause. Finalement, malgré ses défauts, ils ont réalisé que le Mistral était bénéfique pour eux en asséchant les terres détrempées, dissipant les nuages et les brunes, étouffant et aidant les fruits à mûrir. Le débat a été intense entre les pros et les anti-Mistral. Entendant ces discussions houleuses, le Mistral contre toute attente a pris la parole et a promis de ne pas déraciner les arbres fruitiers, de ne pas démonter les toitures des maisons, ni les clôtures, ni les jardins, si les villageois leur rendaient la liberté. Les habitants étaient perplexes face à la promesse, mais n'ayant pas d'autre alternative, ils ont finalement libéré le Mistral. Le Mistral s'est alors engouffré à l'extérieur et a commencé à souffler de toutes ses forces, ce qui terrifia les habitants. Mais un enfant s'est approché et lui a rappelé sa promesse faite avant sa libération. Immédiatement, le vent s'est apaisé et le Mistral a tenu parole et ne causant plus aucun dégât sur son passage. Les habitants ont alors compris l'importance du Mistral pour leur région et ont appris à vivre avec lui en le respectant et en craignant. La légende de la chèvre d'or. La chèvre d'or est un animal fabuleux qui possède un pelage, des cornes et des sabots d'or. Gardienne de trésors légendaires, son mythe est lié en partie à l'occupation sarrasine, temporaire de la Provence au cours du Haut Moyen-Âge. Il existe de nombreuses versions de la légende de la chèvre d'or, et d'autant de grottes devant laquelle elle aurait été aperçue gardant des lingots et des pierres précieuses que les Sarrasins auraient enfuis vers l'an 980 avant de quitter la région après 2 siècles d'occupation. On la retrouve à Saint-Rémy de Provence où elle campe au sommet du mausolée des Antiques, gardienne du trésor du sultan mort Abd-al-Rahman. Mais aussi à Lodin-l'Ardoise dans le Gard, veillant sur les richesses d'Hannibal, le roi des Sarrasins d'Afrique. Ce même trésor se retrouverait aussi au pied du Ventoux, son antre se situe au-dessus de Malocène, au lieu dit les Araignées, près de la source de Grosso.
De gigantesques lingots d'or sont cachés derrière la porte de Saint-Jean qui ne s'ouvre que la nuit de Noël. Jason, le héros grec, conquérant de la Toison d'Or, passe pour être enterré au puits Sainte-Réparade dans la crypte de la chapelle castrale. Un autre lien avec le héros sont les colchiques qui poussent à l'automne sous le piétinement des sabots de la chèvre d'or. Ces fleurs passent pour être originaires de la Colchide, où justement Jason s'en fut conquérir la Toison d'Or. De nombreux auteurs provençaux évoquent l'animal fabuleux à la Toison d'Or ne sortant qu'à la tombée de la nuit. Dans son conte Les Étoiles, Alphonse Daudet la rattache à la fée dénommée Esterelle. Quant à Frédéric Mistral, il a fait hanter la région du Val d'Enfer, proche de la vallée des Baux. Mais quelle que soit la version du récit, gare à l'imprudent qui se hasarderait à suivre la chèvre dans sa retraite. Celui-là ne reverrait jamais la lueur du jour. Les lavandières de nuit. Ces amérantes tentent de nombreuses sculptures. Près des lavoirs et des eaux mortes, il ne fait pas bon la nuit de croiser la route des lavandières de nuit. Les lavandières de nuit sont des âmes errantes qui hantent les campagnes et les lavoirs. Selon la légende, ce sont des fantômes éthérés qui manifestent leur présence à travers des chants et des coups de battoir distribués sur le linge, annonçant la mort imminente de ceux qui la rencontrent. Bien qu'il existe différentes légendes sur ces personnages, toutes les traditions décrivent ces lavandières comme des êtres maléfiques et malveillants. Une des légendes à leur sujet raconte qu'en 1727, une vieille mendiante demanda un jour l'aumône à des lavandières. Celles-ci la chassèrent et lâchèrent des chiens sur elle. Alors l'étrangère se transforma en Vierge Marie et leur dit « Femme inhumaine, vous êtes sans pitié. Je vous condamne, vous et votre postérité, à aboyer comme le chien que vous avez lancé contre moi. » On raconte que ces lavandières ont été punies jusqu'au jugement dernier. Selon une autre version, il s'agit de lavandières qui ont été chargées de laver le linge des pauvres. Par culpabilité, elles remplaçaient le savon par des cailloux avec lesquels elles frottaient le linge. Non seulement celui-ci ne pouvait redevenir propre, mais il était terriblement abîmé par ce traitement. Pour les punir de ce forfait, elles ont été condamnées à laver éternellement le linge. Enfin, dans une dernière tradition, il est dit que ces âmes damnées étaient de leur vivant considérées comme des sorcières. Une fois condamnées à mort et exécutées, elles sont enterrées dans un linceul sale en raison de leur vie impie. Et elles reviennent la nuit pour laver leur linceul, attendant de croiser des personnes pour les tuer et voler leur âme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir visionné. Un grand merci aux nouveaux et aux anciens abonnés. Ça fait toujours plaisir de voir la communauté s'agrandir tous les jours un petit peu plus. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.